C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver. Je dis bonjour à Éparcurien comme d'habitude. Eh, salut Nagla. Et aujourd'hui, on est aussi très content d'accueillir un invité spécial et on dit bonjour à Guillaume du site Le Parcourama. Salut les gars. Ça fait plaisir de t'accueillir en tout cas Salut. Dans ce nouveau podcast de Rien que d'y penser, donc le podcast de septembre. Alors pour ceux qui connaîtraient pas Guillaume, Le Parcourama, donc tu te définis comme un theme park nerd, c'est bien ça? Ah oui, carrément, mais même plus que ça. Je suis obsédé par les parcs depuis que je suis gamin. Et, Ok. Et je les revisite pas mal encore aujourd'hui. J'ai lancé un blog il y a bientôt une dizaine d'années, donc il a changé quelques fois d'allure, mais c'est toujours un peu la même histoire. C'est mes petites opinions sur les parcs d'attractions. Avec des contrôles qualité qui font trembler tous les concepteurs. Genre. Et c'est parfait parce que justement on va faire un peu le contrôle qualité du plan de réenchantement des 25 ans de Disneyland Paris, ce sera un peu le gros morceau de ce podcast. On va tenter de répondre à la question: est-ce que Disneyland Paris a été réenchanté? En fin de podcast on parlera également du reboot de DuckTales, la bande à Picsou pour ceux qui se connaîtraient la version française d'il y a très longtemps et qu'on était tout excités de redécouvrir il y a quelques semaines à peine. On a vu le pilote, on vous donnera notre avis, mais pour commencer, parce qu'un bon rien que d'y penser, ça commence avec les news d'Éparcurien, et bien on dit à Éparcurien, envoie-nous les news. Et les news commencent toujours par le point réhabilitation. Donc comme on le dit depuis un mois ou deux, les réhab majeurs sont pour l'instant en arrêt et en pause. Et on a beaucoup de réhabilitations dites mineures, donc de courte durée, sur les prochains mois. Donc par exemple, jusqu'au 29 septembre, on va avoir le Pocahontas Indian Village qui est fermé. On a le Temple du Péril d'Indiana Jones du 11 au 29 septembre qui est fermé également à son tour. Le 18 septembre se fermera le Peter Pan's Flight jusqu'au 6 octobre, tandis que Frontierland Depot, donc la gare de Frontierland du Disneyland Railroad, fermera du 1er au 13 octobre. Du 2 au 13 octobre, cette fois-ci c'est précis, il y a la plage des pirates qui fermera, et du 2 au 6 octobre, les mystères du Nautilus. Au fond de Fantasyland, on a le Pays des Contes de Fées et Kazé Junior qui fermeront tous les deux du 9 au 13 octobre. Très bien, et dans le parc studio il y a quelques petits trucs aussi? Exactement, donc on a le Toy Soldiers Parachute Drop qui est déjà fermé à ce jour et rouvrira le 23 octobre. 22 septembre. Septembre, Ouais. pardon, merci. Et les tapis volants qui sont fermés du 25 au 29 septembre. C'est ça, qu'est-ce que tu es bon pour faire des agendas, vraiment, Google devrait te prendre en voix off de Google Calendar, ça marcherait super bien. Qu'est-ce que c'est que le rendez-vous gourmand de Disneyland Paris dont on a entendu parler? Ça c'est une grosse nouveauté, encore une fois, qu'ils ont annoncé 2 semaines avant le début. Ouais, écoute. Petite habitude qu'ils ont maintenant. Donc ça se déroule à la place de Rémy, donc ainsi qu'à la rue de Paris, qui est juste avant, du 8 au 24 septembre. Et c'est en fait un rendez-vous gourmand, comme c'est écrit dans le titre, où il y aura 6 chalets qui vont servir des spécialités régionales de la France. L'idée ce serait que ce seront de petites portions pour un peu déguster plein de choses très différentes. Donc les régions données sont Bordeaux, donc la région de Bordeaux, la Bretagne, l'Alsace, la Bourgogne, la Savoie et le sud de la France. Il y aura donc vraiment tout, c'est pas juste des plats, il y aura aussi des desserts, des fromages, de la charcuterie, tout type de vin et de champagne. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. L'idée c'est un peu de mettre un peu de Paris dans Disneyland Paris finalement, et l'espace de Ratatouille était le bon endroit pour faire ça, quoi. C'est ça rappelle beaucoup le festival Food and Wine qu'il y a à Epcot. On imagine que c'est une première édition et que les prochaines risquent de gagner en ampleur et en quantité d'offres, mais c'est souvent comme ça, les premières éditions à Disneyland Paris, c'est des trucs un peu annoncés à la dernière minute. On voit ce que ça donne et puis on voit par la suite. Alors on en parlera, nous, de notre côté, on va y aller pour l'inauguration et on en parlera sur Twitter. Voilà. Donc autre nouveauté dans le même coin, c'est une terrasse au bistrot chez Rémy, donc le fameux restaurant à côté de l'attraction, ouverte depuis peu. Vraiment l'idée, c'est une terrasse de café parisienne.
Donc ça a les mêmes qualités, c'est-à-dire que c'est joli, il y a des super décors à côté, donc d'autant que c'est le plus bel endroit du parc de très loin. C'est pas dur. Et que jusque-là, il n'y avait pas grand-chose à y faire. Donc là, ça fait un paquet de choses à y faire d'un coup, entre ça et les chalets. Le festival. Et comme c'est vraiment thématisé Paris, les prix sont élevés aussi. Oui, c'est normal. Entre parenthèses, j'ai vu passer sur Twitter qu'ils étaient en train d'ouvrir un bar similaire près de l'auberge de Cendrillon, ce qui est plutôt un endroit sympa pour faire ce genre de truc. Ouais, effectivement. J'ai pas vu passer ça, effectivement, c'est une très bonne chose. On l'avait déjà dit, il y a très peu d'endroits pour se poser et boire un verre ou manger une sucrerie, une friandise, je sais pas quoi, dans le resort. Et donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y en ait qui comprennent enfin ça. Ouais. Ok, septembre, c'est aussi la préparation de la saison d'Halloween. C'est ça, on a eu les premières informations, donc le côté un peu étonnant et intéressant, c'est que tout a été un peu remis à plat, j'ai l'impression, donc on va avoir les méchants Disney qui vont remplacer la cavalcade dans un truc qui s'appelle le Mickey's Halloween Tricycle Gang, donc qui est plus ou moins, enfin c'est difficile à dire parce que tant qu'on ne l'a pas vu, mais ce serait vraisemblablement une espèce de cavalcade en tricycle des méchants Disney, donc je sais pas trop à quoi m'attendre là comme ça. Évidemment, il y aura les meet and greet de rigueur, avec notamment un costume de sorcière pour Daisy. Je sais pas pourquoi, mais il le précise dans le communiqué de presse, donc j'imagine que c'est important. Et l'autre partie de ce festival, donc là plutôt cool, c'est vraisemblablement qu'il y aura un gros retour en force de Halloween à Frontierland, avec un truc qu'ils appellent la Skeleton Party de Dingo, donc on va vraiment dans le côté Halloween un peu joyeux, un peu gai, un peu gentil, avec un spectacle de danse donc qui sera mené par Dingo et où il y aura des squelettes vraisemblablement, faut que j'arrête de dire ce mot, très colorés et très drôles. C'est rigolo, ça fait écho au très vieux cartoon des Silly Symphonies. Là, je crois que c'est même le premier où t'avais justement les squelettes qui dansaient. Et tu me fais penser que j'ai oublié de noter qu'il y avait les deux personnages que tu connais mieux que moi, donc José Carioca et son copain qui seront de la partie. Donc, et oui, José Carioca et Jean-Pascal, le troisième de... Comment il s'appelle bien le pistolet, je sais pas quoi. Les trois cavaliers. On va dire n'importe quoi, donc on va arrêter. Mais bref. Je vais le retrouver. Donc, l'idée, les squelettes drôles et colorés, tout ça, ça rappelle un peu le délire Dia de los Muertos, donc au Mexique, donc la fête de la mort. Et c'est justement en fait le thème de Coco qui sort en décembre, le Pixar de Noël, ou en novembre, mais bref. Et donc je me demande s'ils vont pas aller un peu plus dans cette thématique-là sur Halloween, donc passer sur Coco et le Dia de los Muertos à Frontierland, ce qui est à mon sens plutôt une bonne idée, ça change un peu de ce qui est fait jusqu'à présent. Le point négatif donc par contre c'est que la cavalcade des années précédentes, donc basée sur la moisson, les vendanges et toutes ces choses, va a priori ne pas sortir cette saison, donc c'est assez étrange parce qu'il avait agrandi ces dernières années, donc à quoi va-t-elle servir ? Est-ce qu'elle sera gardée exclusivement pour les soirées Halloween et éventuellement des nouvelles soirées pas citrouilles, comme il y avait eu il y a quelques années maintenant et qui ont été annulées faute de succès ? Est-ce que justement avec le nouveau bâtiment Nala, dont on avait déjà parlé, qui va permettre d'avoir un grand entrepôt parade et d'accueillir plus de costumes et de choses comme ça, ils vont pouvoir faire plus d'animations vraiment pour les soirées, donc histoire de mettre en avant les soirées payantes. C'est dommage, elle était bien la musique de cette cavalcade, j'aime bien. Bah c'est pareil, puis la cavalcade était plutôt chouette, même quoique un peu courte, mais ça appelait à être agrandie. Et, c'était l'occasion de travailler là-dessus, faire du changement, pourquoi pas. C'est Panchito Pistoles, le troisième des Caballeros, voilà. On l'a. Exactement. De Halloween à Noël, il n'y a que 2 mois. C'est ça, et là on est plus dans le registre des rumeurs, donc on va parler ça assez rapidement, mais l'accent serait surtout mis sur les Walt Disney Studios cette année, donc enfin une saison qui arrive au Walt Disney Studios en force, avec cette fois donc 2 shows, je ne le dis pas, un qui serait sur la place des Stars et qui reprendrait donc la scène qui a été installée pour
le truc Star Wars. la saison de la Force. Décidément. Et ainsi qu'un show de mapping sur la Tour de la Terreur, donc encore une fois dans la même idée que le spectacle nocturne de Star Wars, qui serait lui aussi centré sur Dingo. Donc à voir. Donc dans tous les cas, c'est une très très bonne chose pour le parc, qui a besoin d'atmosphère et de saison. On est d'accord. Du ça côté permet de le remplir, ça fait pas de mal. Ouais, c'est plutôt une très bonne chose. Du côté du parc Disneyland, il y aurait non, encore une fois, dis donc, un spectacle avec Stitch, donc un Stitch Mass quelque chose au théâtre du château. Et on n'a pas de nouvelles, donc du retour du Dreams de Noël, donc pas d'illumination de Noël non plus, vraisemblablement. Non. Décidément. C'est terrible, hein. C'est les tics de langue. Et on attend de voir, donc effectivement, on attend de voir ce que ça va donner. Oh bah on va pas se plaindre de pas avoir de Dreams de Noël, je suis désolé de le dire, mais oh là là. Phantom Manor, on retourne à Frontierland, ils ont commencé à faire des tests de Fast Pass. Tout à fait, oui. Donc le 17 août, il y a eu des tests de Fast Pass à Phantom Manor. Donc c'est difficile à imaginer aujourd'hui où l'attente dépasse rarement les 30 minutes vraiment aux heures pleines de la journée à Phantom Manor. Donc des Fast Pass là-bas, pourquoi pas. Ce serait peut-être pour préparer les Fast Pass Plus, donc avec les rendez-vous prévus à l'avance, tout ça, mais ça paraît très cavalier d'annoncer ça tout de suite. Est-ce que c'est lié aussi à la nouvelle réhabilitation, à l'update qui va être faite l'année prochaine, dont on ne sait pas encore exactement combien de temps elle va durer, mais vraisemblablement très longtemps. Et ouais, on s'attend à quelque chose peut-être qui soit du même niveau de Pirates des Caraïbes, et du coup qui ferait Pirates des Caraïbes a eu pas mal de succès cet été, et donc Phantom Manor ferait la même chose, donc ce serait pas idiot d'y avoir un fast-pass. C'est ça le plan, tu penses? De là à faire un fast-pass, ça me paraît vraiment vite partir en besogne quand même. Mais après, c'est une chouette attraction. Si elle peut être remise au goût du jour et enfin être à la hauteur de 2017, j'ai envie de dire, elle mérite toute l'attention qui lui sera portée. Certes. Bon, après, tu peux pas mettre Johnny Depp dedans ce coup-ci. Marche pas tout le temps. Non, effectivement. Il y a du changement sur les heures de magie en plus? Et oui, on en avait déjà parlé, mais on a plus de détails. Donc le 1er octobre, on l'avait dit, au lieu de passer de 8h à 10h au parc Disneyland, on passe de 9h à 10h sur les deux parcs pour les heures de magie en plus. On a eu les listes des attractions, et le point le plus important à noter, c'est que il y aura plus du tout d'ouverture à Discoveryland. Donc ça a fait pas mal grincer des dents, hein. C'était l'occasion pour beaucoup notamment de s'entraîner à Buzz ou de profiter de Space Mountain, mais ce sera plus le cas a priori. Dans le même parc, on gagne par contre le pavillon des princesses, donc ça peut intéresser puisque c'est vraiment des attractions à très très bas débit et à très forte attente. Donc si ça peut intéresser des gens, c'est cool. Par contre, au studio, il y aura a priori que 2 attractions d'ouvert, donc Rush et Ratatouille. Ah ouais. Nemo et Ratatouille, ça fait très peu. Ah ouais, c'est vraiment histoire de... Mais du coup, ça fait très peu dans les deux parcs en fait, parce que le parc Disneyland aurait le carrousel, Dumbo, Peter Pan, les tasses et le pavillon, tu vois. Donc, à part Peter Pan, il n'y a rien de très très marquant. On sait qu'ils veulent mettre en avant les petits déjeuners dans les parcs. Est-ce que l'idée ce serait pas de dire aux gens, vous venez aux heures de magie en plus, c'est surtout pour manger en fait et pas forcément pour les attractions? Ah, dans ce cas-là, c'est un peu dommage, quoi, mais de forcer la main aux gens comme ça. Après, ça permet aussi aux gens de vite torcher, si j'ose dire, le parc Walt Disney Studios le matin, avec en enchaînant directement la Tour de la Terreur et Rock dès que ça ouvre, et puis ensuite on va dans le parc qui est agréable. C'est pas beau. Ça tape sous la ceinture, ça se fait pas. Tu es un bien mauvais fan, et ça tombe bien puisqu'on veut parler des Disney Fan Days. Oui, donc les Disney Fan Days, c'est un événement qui a été teasé il y a 2 jours à l'heure où on enregistre, et ils ont dit grosse annonce demain pour les fans. Et le lendemain, ils ont dit, il y aura les Disney Fan Days. Et tu vas me demander, mais c'est quoi les Disney Fan Days? Mais c'est quoi les Disney Fan Days? Je sais pas. Merci mec. Donc, le communiqué de presse est très très flou. Ça parle donc de journées et d'événements pour les fans. Ok, super. Avec, ça parle pas mal de personnages et des parcs. Donc, on peut spéculer sur beaucoup de rencontres personnages
exclusive. Ça parle de nuit aussi, donc peut-être un rapport avec les hôtels, je ne sais pas. Ça a du On sens. aura plus d'informations le 1er octobre. Ça a fait un peu grincer des dents dans la communauté, parce que le Fan Days, si tu le tapes sur Google Translate, ça se traduit en fan stupide, je crois. Non, mais Days, c'est pour, c'est quoi les traductions de Days? On a d'autres. Days époustouflant. Voilà, c'est comme ça. tu vois, le côté vraiment abasourdi, mais dans le côté positif. Après, le double sens est un peu malheureux, mais Ouais, c'est Days en sens, t'es abasourdi, mais genre, ça t'étourdit, ça t'abrutit même un petit peu, si j'ose dire. c'est ça, genre vraiment impressionnant, qui te Ouais. le laisse sans voix, quoi. Mais c'est pour faire un jeu de mots, les Fan Days, comme les jours, enfin. Oui, c'est ça. Et, après Disney Fan Days avec les jours, ce serait très très générique. Comme C'est pour ça, donc on fait un petit jeu de mots. Oh là là, tu vois le mal partout. Ok, et on en saura plus en octobre du coup. Tout à fait, le 1er octobre, donc on aura des nouvelles informations. Le teasing en 3 temps, c'est merveilleux. Mais écoute, ils nous diront que les Fan Days, effectivement, ils sont en train de travailler dessus. Ce sera une nouvelle info. Merci pour ces news. Je crois qu'on a fait le tour et on va pouvoir enchaîner avec le dossier. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser. Disneyland Paris a-t-il été réenchanté? Alors, maintenant qu'on arrive, on a quand même bien fait le tour des 25 ans, on a bien fait le tour un peu du plan qui a été fait, on a terminé aussi un peu toutes les réhabilitations, hein. Il y en a certaines qui ont attendu que les festivités soient bien engagées pour se terminer, je pense à Pirates des Caraïbes notamment. On avait envie de faire un peu le point sur tout ce qui a été fait. On a connu Disneyland Paris qu'on appelait Palisade Land un petit peu, hein, où tout était fermé. C'était il y a quelques mois à peine, un an et demi. 2016 était violent. Voilà, c'était quand même pas facile. Mais faut dire que il y avait du boulot et je vais me tourner vers toi, Guillaume, parce que l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit que tu serais très pertinent pour parler de ce dossier, c'est que tu avais fait une pétition. C'était quand, tu te souviens de l'année? Je crois 2013. 2013. 2013-2014, ouais. À une époque où le parc, et même les deux parcs d'ailleurs, enfin le resort, avait quelques petits soucis. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de cette pétition? Euphémisme. Ouais. Alors, le point de départ, c'était quoi? J'avais visité Disneyland Paris comme chaque année avec mon copain. Et en fait, on était tombé dans un Disneyland Paris qui littéralement tombait en ruine. Où il y avait plus beaucoup de spectacles sur scène, pour ainsi dire, plus du tout, je crois. Les attractions tombaient en panne d'un côté à l'autre du parc, donc en fait, on faisait vraiment des allers-retours. Et les trucs, on allait à Big Thunder Mountain, c'était en panne, donc on allait à Pirate, mais c'était en panne aussi. Enfin, c'était des sales journées, quoi. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai fait un petit peu le tour des forums et tout, que je consultais plus depuis quelques temps. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient la même expérience que moi. Je voulais me demander si c'était pas un fait isolé, tu sais, ça peut arriver une ou deux journées, quoi. Et en fait, visiblement, ça faisait quelques années déjà que la qualité était en chute. Et j'ai écrit un long article sur mon blog qui expliquait le week-end que j'avais vécu et pourquoi je trouvais que c'était vraiment pas au standard Disney, surtout au prix qu'ils demandent. Et j'ai eu pas mal de retours. En fait, c'était aujourd'hui, c'était le post le plus partagé, mais vraiment, je crois, 100 fois plus que tout post sur mon blog. Ouais. Et il y a quelques personnes, notamment sur Twitter, qui m'ont dit, mais partons de ton article pour faire une sorte de lettre ouverte à laquelle on attacherait un système de pétition pour qu'en gros, quelque part, les gens puissent dire, ouais, j'adhère à ce truc-là, quoi. Histoire de donner une sorte de caisse de résonance à un avis qui était partagé par plein de monde de façon isolée, à gauche, à droite, sur Internet. Et voilà, et d'essayer de faire parler de tout ça et de faire remonter ça aux responsables éventuellement des parcs qui fassent quelque chose, ça serait pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas une époque où je le pouvoir mettre un chiffre fréquentais derrière 3 posts sur un forum et un blog par-ci par-là. Ouais. C'est ça. Mais cela dit, je pense qu'ils étaient au courant que leur parc tombait un peu en ruine, mais on se souvient notamment, j'ai un gros souvenir, moi, c'était des façades qui s'écroulaient en fait. Il y avait par exemple sur Main Street, il y avait des filets pour retenir les murs. Sur c'est compliqué. Sur Space Mountain aussi, il y a eu un bout qui était tombé littéralement.
en arrivant le matin, tu voyais un bout qui avait été arraché de la structure. Ouais. C'est compliqué. À l'époque, la pétition a eu un peu de succès, je pense. Elle a été reprise dans quelques médias, je crois. Et Disney a fait une réponse. Ça a pas mal tourné, oui. Oui, en fait, ils m'ont contacté assez vite, de façon très très cordiale. Mais ils n'ont pas cherché à faire taire le truc, hein, mais à essayer de voir peut-être qu'est-ce qu'on allait faire, enfin quelle était l'étape suivante, mais il n'y avait pas vraiment d'étape suivante, quoi, c'était juste voilà. Disney, je pense, avait plutôt fait une communication corporate en interne à l'époque, Ouais. pour un peu rassurer les équipes ou je sais pas quoi, mais Ouais, en mode. il n'y a pas eu de vraie réponse officielle publique ou un truc comme ça, si je me souviens bien. À mon avis, ils ont eu très peur que ça remonte beaucoup au niveau des Américains pour la direction en place à cette époque-là. Donc c'était Philip Gass et enfin pas que lui évidemment quoi, mais j'imagine qu'ils avaient très peur de se faire taper sur les doigts vraiment par la maison mère quoi. Ouais. Bon, du coup, il y avait un peu de quoi. Il y avait de quoi. Ça, Il y avait de quoi. C'est vrai oui. que quand tu te souviens de l'époque, c'était quand même pas fameux. Du coup, un plan de réenchantement a été annoncé. Ça date de juin 2015. Donc il a fallu quand même un petit peu de temps. Hein. C'est évidemment pas la pétition qui a mené. Enfin, je ne pense pas que la pétition ait mené à ça, mais Je pense pas non plus, sans vouloir évidemment. Non, mais je suis entièrement d'accord. mais un plan de réenchantement a été annoncé donc, et celui-là effectivement on l'espérait, on a espéré vraiment qu'il fasse quelque chose de ce resort parce qu'il y avait besoin d'en faire quelque chose. L'objectif c'était de remettre le plus possible à neuf le resort pour les 25 ans justement. Et on va faire le tour un peu de tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait, et on va essayer de voir où on en est. Et on va commencer par Walt Disney Studios, mais c'est un peu l'idée d'aller vite parce que Walt Disney Studios, c'était pas la priorité, Parker. Non, c'était pas du tout le point central, mais déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient eu des nouveautés, ils considéraient, et comme finalement le parc étant plus récent, il tombait moins en ruine. En fait, c'est si simple que ça. Et puis il y a pas grand-chose à réhabiliter là-dedans. C'est-à-dire le fait que ce soit moche, c'est pas une réhabilitation, tu vois. Il faut refaire dans ces cas. C'est ça. Donc c'était pas le problème, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais il y a quand même eu 2-3 choses qui ont été faites. Enfin, le truc principal, ça reste quand même Animagic qui a changé de spectacle, qui a eu sa façade refaite, repeinte aussi. Donc on a eu Mickey et le magicien à la place. C'est d'ailleurs le plus gros changement du parc depuis Ratatouille 2014. Et c'est vraiment un très bon show pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va se plaindre de Animagic. Le seul petit défaut qu'on pourrait mettre, c'est la relâche hivernale qu'il y a et que n'avait pas Animagic, qui était joué toute l'année. Oui, forcément. Mais après, c'est vrai que le show est vachement bien et à ce niveau-là, c'est un truc en plus. Hein, tu parlais tout à l'heure des quelques attractions à faire à studio et qu'il y en a pas beaucoup finalement qui méritent de s'y attarder très souvent. Pour le coup, Mickey le magicien est bien, quoi. On peut y aller. Et ce point-là était donc particulièrement mis en avant dans le plan de réenchantement. En fait, ils avaient mis plusieurs cases entre guillemets à remplir et Animagic en était une. Donc il y en avait une autre aussi qui s'appelait Studio Tram Tour et qui était une des plus grosses attentes de la communauté sans doute et peut-être la plus grosse attente pour moi. Ils avaient annoncé plus de 6 mois de fermeture et ça s'est finalement donc pas fait. Il y avait eu beaucoup de rumeurs. Ça parlait de rajouter des licences en fait tout bêtement dans les scènes, donc par exemple rajouter Flash McQueen dans le canyon, tout bêtement rajouter des scènes en fait, refaire des scènes de A à Z. Ça avait parlé de Star Wars, de Marvel, de Pirates des Caraïbes, donc on ne sait pas trop ce qui est advenu en fait de ce point-là. J'ai l'impression que ça a été mis, ils se sont posé la question longtemps, puis l'impression en fait que l'arrivée de Catherine Powell a un peu changé la donne et qu'elle a dit, enfin c'est le bruit qui court, qu'elle aurait dit que elle préférait voir le truc exploser que refait quoi. Et donc on sait toujours pas aujourd'hui ce qui va en advenir. C'est dans la shortlist des trucs qui vont changer avec Armageddon, Art of Disney Animation et Disney Junior Live on Stage. Donc beaucoup de ces 3 attractions-là devraient être remplacées par des meet and greet et donc des rencontres avec les personnages. Et Studio Tram Tour en fait a quand même une grande capacité horaire qui lui permet de donner un truc à faire tout bêtement aux gens du parc, sur le parc. Donc c'est peut-être pour ça pour aussi. l'instant, il le garde un peu en l'état.
Je me demande s'il n'y a pas eu sans doute. un sursaut avec Studio Tram Tour où ils se sont dit bon, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine de commencer à injecter beaucoup d'argent dans une attraction où clairement le layout actuel de l'attraction fait qu'elle n'est pas là pour rester, en tout cas pas sous cette forme-là ou sous ce tracé-là, et que ce serait un peu jeter l'argent par les fenêtres de commencer à investir là-dedans et de se rendre compte 5 à 10 ans plus tard qu'il faut soit supprimer l'attraction, soit la retracer complètement, je sais pas. Ça m'a toujours semblé bizarre. Moi, c'est vrai que le layout bloque en fait toute extension du parc au-delà de Backlot et donc de Toy Story Playland. Notamment, c'est un gros bruit de couloir aussi, c'est que ça gênerait pour Toy Story Mania à Toy Story Playland, et donc il y aurait besoin encore une fois de changer le parcours. Ce qui, on imagine bien qu'à chaque fois que tu investis un truc, tu dois repenser mais il va falloir changer le parcours là, c'est pénible. Et pour une attraction qui aujourd'hui n'a aucun intérêt, c'est vrai que la question se pose, est-ce que c'est vraiment utile, quoi? Ok, ouais, Studio Tram Tour, donc pour le coup, on attend toujours de voir ce qui va se passer, et il n'a pas vraiment été réenchanté, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu d'autres petits changements. Désenchanté, si j'ose dire. Arrête, on va chanter Mylène Farmer après. Non. Il y a eu d'autres petits changements dans le parc, pas liés aux attractions pour le coup. On pense à la place des Stars notamment. Oui, c'est ça, la place des Stars qui a été refaite avec ce que j'ai écrit qui est vraiment pas gentil, une scène pourrave donc qui a été dégagée donc et à la place ils ont mis des pavés qui sont très colorés et très étranges. Je suis pas fan du tout pour le coup, mais qui permettent d'avoir une place dégagée. On en est à critiquer les pavés, ça va. C'est ça. Mais non, mais ça permet surtout d'avoir une place dégagée en fait sur la nouvelle scène donc qui a été mise pour la saison de la Force et avec la tour de la Terreur en arrière-plan. Donc c'est un petit peu le nouveau hub, le nouveau Central Plaza si j'ose dire des Walt Disney Studios. Le souci étant que c'est pas central du tout. Oui, bon. Mais c'est vraiment un peu la place des spectacles. Là, on l'a encore dit tout à l'heure pour le show de Noël. Donc voilà, il y a ça pour l'instant. Même en tant que espace pour regarder les spectacles sur la tour de la Terreur, c'est quand même super moche, quoi. Enfin, on dirait un peu la Corée du Nord, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de très très grande place vide. Mais pourquoi pas, hein. Mais tu sens qu'il y a que les Walt Disney Studios là, ils sont un peu dans un entre-deux où il faut faire certaines choses, genre un spectacle nocturne et donc faire de la place pour les gens et tout, mais qu'il n'y a toujours pas de vision à long terme. Donc c'est un peu des espèces de petits sparadraps qu'ils sont en train de faire là pour l'instant, ce qui est pas mal en soi, mais tu sens que c'est pas là non plus pour vraiment rester tel quel à terme, quoi. Mais je suis assez d'accord. J'ai beaucoup de mal avec cette place parce que elle est au centre de pas mal de rumeurs d'arrivée, notamment le changement de Cinémagique par un show Marvel. Et ça parle aussi de tout ce qui est autour, on l'a dit, Disney Junior Live, Stitch aussi a quelques rumeurs de remplacement. Et on ose espérer qu'ils vont refaire les façades au moins pour faire quelque chose de correct, mais même avec des nouvelles façades en fait, vu la place vide comme tu l'as dit, qui fait très Corée du Nord, j'aime beaucoup cette comparaison. L'analogie est sympa. Je vois mal en fait comment ça pourrait devenir immersif du jour au lendemain, quoi, même en refaisant des façades aussi belles soient-elles, mais je sais pas. Ok. Bonne question. Bon, pour l'instant, de toute façon, on l'a dit au début, c'était pas leur focus, le parc studio. Donc, on espère maintenant, ça devrait le redevenir. On en a parlé un petit peu dans les précédents podcasts qu'on vous invite à réécouter. Mais je pense qu'il est temps de passer au vrai gros morceau de ce plan de réenchantement, le parc Disneyland. Qu'on va essayer de faire land par land, puisque c'est le plan que Éparcurien a préparé, donc moi je le suis parce que je suis bêtement ce qu'il dit. Et on va commencer par Fantasyland. Tout à fait, on va commencer par Fantasyland. Donc on a eu It's a Small World et Peter Pan qui ont eu des réhabilitations assez majeures, si j'ose dire. On est à 2 doigts de l'update. Donc pour It's a Small World, il y a eu notamment tout le système de rééclairage et toute la scène d'ouverture et de clôture qui ont été refaites. Les peintures ont été rafraîchies et au niveau des couleurs, c'est vraiment, pour ceux qui ont pu le faire juste avant, juste après, c'est éblouissant. On a aussi toute la façade qui a été refaite, c'est vraiment plus comme avant. C'est très coloré, tout a été refait en fait dans des tons plus prononcés pour prendre en compte le climat très gris de la région. Et c'est pour le coup plutôt bien vu. Le bémol, c'est au niveau des poupées. Il devait y avoir énormément de nouvelles poupées
dans l'attraction qui ne serait pas arrivé, qui aurait été volé par Tokyo. C'est des rumeurs très bizarres, hein. Je ne sais pas s'il faut vraiment y accorder quoi que ce soit, mais toujours est-il que non, il n'y a pas eu vraiment d'ajout de personnages et de poupées dans l'attraction. Ouais, après, c'est surtout que ça avait besoin d'un bon coup de peinture, quoi. Je pense qu'on va dire ça pour beaucoup de choses, mais ça avait besoin d'un bon coup de peinture et ça fait du bien quand même. Et l'arrivée des LED aussi rend vraiment le truc plus éclatant, hein, pour le coup. Il y avait des modifications au niveau du son aussi, je crois, non? Genre, tu vois mieux d'où vient la musique aussi. Effectivement, c'est possible, oui. On notera aussi, hein, c'est toujours intéressant aussi de souligner ce genre de petits problèmes. C'est 3 jours après la réhabilitation, ils ont eu une inondation et tout le système électrique a été foutu. Donc, il y a des jours comme ça où ça va pas. Des choses qui arrivent, un plombier qui se foire. Enfin, on imagine très facilement quand on a eu affaire à ce genre de problème. Donc, on va passer à Peter Pan, à moins que. Juste pour dire, la façade d'It's a Small World, moi je trouve les couleurs sont vraiment super belles. Ils ont un petit côté assez contemporain que n'avait pas la précédente. Je trouve que les couleurs pastel de la précédente devenaient un peu datées de ce qui était à la mode dans les années 90 au moment où Disneyland Paris a été créé, et que c'était vraiment une bonne occasion, je trouve, de refaire la palette plus que de juste remettre les mêmes couleurs qu'à l'époque. Donc je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Oui, d'autant en fait que c'est vraiment cette idée en fait de climat qui revient souvent, hein, quand on voit les imagineurs parler de Disneyland Paris. Ils disent toujours qu'ils essaient de prendre en compte le climat, et on imagine qu'aujourd'hui ils ont une meilleure idée de vraiment à quel point le climat peut être dégueulasse à Paris. Super mois d'août les mecs, hein, merci. Et pas juste un petit peu, quoi. On va passer à Peter Pan. Ouais, Peter Pan. Alors, la grosse modif de Peter Pan, c'est surtout le système de propulsion des rails, on est d'accord? Oui, c'est surtout les rails, effectivement, pas vraiment la propulsion. Non, mais les rails qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus fluides qu'auparavant, où c'était très saccadé, ça devenait désagréable. Et en fait, on avait oublié que c'était une attraction où un des intérêts était que tu étais suspendu et que tu avais vraiment cette sensation de glisse et de vol. C'est vraiment quelque chose qui n'existait plus à l'époque. Enfin, non, parce que rendais pas compte. Tu laguais entre guillemets, en fait, tu passais, c'était très saccadé comme tu le dis, quoi. Saccadé, et donc, du coup, là, c'est vrai que quand on l'a refaite juste après la mise à jour, c'était très agréable à faire. C'était juste de se dire, tu sors de là, tu fais c'était bien parce que ça glissait bien. C'est stupide à dire pour une attraction parce que c'est pas le cœur du truc, quoi. Mais en termes d'expérience, ça change tout. Et puis pour le coup, ça renforce quand même fortement l'immersion puisque t'es censé voler encore une fois. Donc voilà, donc c'est quand même pour moi le gros point positif, oui effectivement. Et on a aussi donc tout le système de projection sur Londres, sur le pays imaginaire aussi. Des cascades rajoutées à droite à gauche. On rend le truc vraiment plus vivant, on essaie de l'évoluer sans le révolutionner non plus, hein. C'est dans les mêmes lignes la même chose qu'avant, sauf que t'as beaucoup plus de projections. Moi j'étais un petit peu déçu parce que je trouve que le blog corporate de Disneyland Paris avait tellement mis l'accent sur le fait que ça allait être une nouvelle expérience et tout. Je m'attendais à beaucoup plus d'ajouts médias que ce qui a été fait au final. Et pourtant je trouve que ce qu'ils ont ajouté est déjà super bien. C'est redevenu une super belle attraction, très très bien finie, avec des petits ajouts ici et là. Et je m'attendais à quand même un peu plus. Je pense que mon avis est un peu biaisé, parce que j'ai eu la chance de faire le Peter Pan de Shanghai, qui pour le coup est vraiment... Mais il y a tellement de petits détails médias dans celui de Shanghai que je me disais qu'il y avait moyen d'ajouter facilement et sans trop de frais pour vraiment certains trucs spécifiques, des détails de l'attraction de Shanghai, et pour ça j'étais un petit peu déçu. Je pensais que ce serait plus grand que ça, les travaux. Je te rejoins au niveau notamment du survol de Londres, qui est vraiment une scène qui ne marche pas aujourd'hui, je trouve. Pour moi, elle marchait peut-être à l'époque de sa conception dans les années 50, mais aujourd'hui, t'as vraiment l'impression d'être sur une bâche avec des lumières. Bon, c'est très cru dit comme ça. C'est quand tu vois quand même que c'est Londres, mais c'est très plat. Je me demande s'il y a vraiment pas moyen de faire autre chose avec du mapping. Après, je crois que Shanghai c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus. C'est beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais, c'est magnifique. Imagine cette attraction, mais x10. Enfin, c'est splendide, quoi. Ouais. C'est un de mes trucs préférés à Shanghai. Hein. Ça paraît fou, mais ouais. Ah bah, ça donne envie d'aller à Shanghai, du coup. Tout à fait. Ok. Je réserve le ticket.
Sur Fantasyland, globalement, c'est un truc qu'on va dire pour pas mal de choses encore, hein, mais il y a eu pas mal de coups de peinture également et un nettoyage plus fréquent des bassins. Oui, ça c'est vrai, les bassins notamment autour de Dumbo et de ce coin-là en fait où t'as des espèces de petites cascades et des choses comme ça, c'était absolument dégueulasse avant où très vite t'avais en fait des espèces d'énormes traces de un peu de moisi, les peintures étaient foutues en l'air à cause de l'eau qui coule en fait tout bêtement et aujourd'hui c'est nettoyé très fréquemment, l'eau est bleue. C'est quand même beaucoup mieux. Hein, Ça devrait être la base en fait. Ouais. Bah oui, c'est bizarre d'avoir besoin de le souligner, mais c'est bien de le faire. important. Comme quoi, ça fait partie des améliorations, donc notons-le. Mais c'est pas seulement le cas à Dumbo en fait. Il y a beaucoup de bassins qui utilisent de nouveaux procédés pour nettoyer l'eau. Et effectivement, ça devrait être la base. Mais à Fantasia Gardens, il y a les bassins de Discoveryland, il y a le bassin devant le château avec la cascade qui sont devenus très très propres. Effectivement, moi c'était un détail. Je trouvais ça. T'avais vraiment l'impression avec l'eau verdâtre là que le truc était laissé à l'abandon. Et là vraiment c'est magnifique. C'est attaquer les peintures aussi, forcément. Ok. Est-ce qu'on passe à un détail aussi, c'est au niveau des maisons, des peintures, tout ça. Il y a beaucoup de motifs qui ont été rajoutés, qui avaient disparu en fait, qui étaient là en 92, mais qui ont avec le temps disparu. Donc des petits dessins sur les façades, des feuilles, des fleurs, des choses comme ça. C'est un détail, mais je trouve que ça montre à quel point ils sont vraiment allés dans justement dans le détail en fait sur ce genre de détails, tout à fait. Est-ce qu'on passe à Adventureland ? Oui. Adventureland, l'une des grosses parties pour laquelle on a vraiment eu l'impression d'être dans un parc de palissades pendant un temps, c'était la fermeture de Adventure Isles et de donc l'arbre des Robinson qui était dedans et qui a réouvert dans toute sa splendeur. Et tout à fait. Moi, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de tout ce plan, c'est Adventure Isles et toutes les grottes. Tout ce qui a été rajouté dans les grottes. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler jusqu'ici, mais il y a énormément de projections, de props qui ont été rajoutés, ou juste qu'on les voyait pas avant tellement c'était noir et dégueulasse. Aujourd'hui, c'est vraiment nickel. On s'y perd et il y a des choses à voir en fait. Là où avant, ça faisait juste c'est une grotte obscure. Aujourd'hui, t'as vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de jeux de son, du coup à entendre, et vraiment plein de détails. C'est super immersif. C'est à mon sens un des gros atouts de notre parc, et c'est bien qu'il l'ait dépoussiéré à ce point. Ouais, je suis entièrement d'accord. On y allait justement la semaine dernière et on est encore allé se perdre dans les caves là. C'est dingue parce que c'est comme tu le dis, c'est une des vraies particularités de notre parc ici, tous les dédales. Mais pas seulement à Adventureland, mais vraiment les trucs que tu peux faire à pied et juste te perdre un petit peu. Je me demandais jusqu'où ils allaient aller dans la réhabilitation de ces trucs qui sont pas forcément vus par plus de 10% des visiteurs, tu vois. Et vraiment, il y a un vrai travail qui a été fait sur la peinture à l'intérieur, sur l'éclairage de certaines scènes avec le trésor et tout. Et aussi toutes les cascades qui étaient HS depuis une dizaine d'années, tout autour de Adventure Isle qui ont été remises en service. C'est vraiment super cool, quoi. C'était devenu très déprimant d'aller là-bas de nouveau. Je me souviens que Skull Rock notamment, il y avait vraiment des parties de rochers qui tombaient littéralement en ruine. Terrible, quoi. Et tout ça maintenant c'est comme neuf, hein. C'est vraiment superbe, quoi. On est d'accord, c'est vraiment super, mais au niveau de la fréquentation, il y avait eu des rumeurs qui disaient que ils envisageaient d'ajouter un espèce de jeu interactif comme ça peut se faire dans d'autres parcs, avec par exemple des choses à chercher, des écrans, je sais pas trop exactement, mais l'idée de mettre un peu plus en avant cette zone resterait quand même, ce serait une bonne chose de faire ça. Après, voir dans quelle mesure ils peuvent faire ça sans non plus dénaturer le côté très naturel justement de l'endroit. Ok, et l'arbre des Robinson, donc, qu'on a eu également l'occasion de refaire dans toute sa splendeur là encore, avec des éléments qui fonctionnent. Je pense à la roue à eau. Alors, elle fonctionne pas tout le temps, de ce que j'ai compris. Ouais, effectivement, a priori, hein, il y a des soucis, mais oui, pareil dans l'ensemble, c'est vachement mieux qu'avant. Après, il me semble que tout n'a pas été fait comme prévu. Il y a eu des réductions, des choses comme ça, et ce qui peut être décevant.
Un peu, effectivement. Ouais, il y a toujours le système qui fait remonter l'eau tout en haut de la cabane. Moi, je l'ai jamais vraiment vu fonctionner depuis que ça a été remis en service. Ah, dommage. Ouais, parce que c'est un chouette élément de tout l'ensemble. Mais et alors sur Adventure Isle aussi, les éclairages nocturnes sont absolument magnifiques maintenant. Oui. On avait un peu l'impression qu'il vrai, faisait noir jusqu'avant les réhab là, et maintenant ça donne une autre vie nocturne à tout cet ensemble. C'est vraiment superbe quoi. Oui. C'est vrai que s'ils perdent la lune maintenant, ça a du sens et c'est chouette à regarder. Ouais. Même juste passer devant, en fait, tu regardes, tu fais, les grottes, elles sont cool, quoi. Alors bien sûr, l'un des gros éléments de cette partie, c'est Pirates des Caraïbes. Alors on a fait un podcast entier dessus, donc on va peut-être pas trop s'étendre. Guillaume, par contre, tu n'as pas eu l'occasion de t'exprimer sur le podcast, donc si jamais toi tu veux dire ce que tu as pensé de cette réhabilitation de Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow, avec tout ça. Nous globalement on a bien aimé. Ah ouais, pas c'est trop magnifique. comparé hein. à Shanghai, je pense quand même. Ah ouais, non, on va éviter. Mais non, c'est dingue à quel point. Tu sais, moi, en fait, j'ai toujours ces dernières années visité Pirates des Caraïbes avec un peu un pincement au cœur parce que tu sais tout ce qui devrait fonctionner et tu vois tout ce qui fonctionne pas. T'as l'impression de cocher des cases comme ça. Ah ouais, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Et là, tu faisais Très vrai. la même liste dans l'autre sens, quoi. Tous les trucs, les animatroniques les plus minimes que les gens vont pas forcément voir et tout est fonctionnel et c'est un vrai plaisir. Et les nouveaux animatroniques, moi je trouve que avoir ajouté les personnages de la licence, je trouve que c'est légitime aujourd'hui de le faire parce que c'est un peu les films sont la porte d'entrée pour les 3/4 des gens dans le monde des Pirates des Caraïbes et ne pas leur offrir les personnages de la franchise cinéma quand ils vont faire l'attraction, je trouve ça rater le coche. Je trouve ça fait vraiment avec beaucoup de soin. Je trouve que c'est pas du tout intrusif les ajouts de Jack Sparrow et Barbossa. Barbossa, moi j'aime beaucoup son animatronics, mais en même temps il y a quelque chose que je trouve un peu off, c'est-à-dire que je sais pas, c'est peut-être j'ai l'impression de voir le même mec mais maquillé une fois que les blacklights sont allumés, mais peut-être sur la Je suis transformation. d'accord avec toi. Ouais, et Parkerien avait dit un peu la même chose, il aime pas trop la transformation non plus. Je suis pas absolument convaincu. Mais la fluidité de Barbossa est dingue. Et alors moi, ce que je kiffe le plus, en fait, de toute la réhab et de tout ce qui a été ajouté, c'est le lift sur lequel ils ont rajouté un son à l'orgue super puissant, super fort. Ouais. Pendant qu'on voit. Tout à fait d'accord. Enfin, moi, ça me donne des frissons, quoi. Vraiment, je trouve ça l'ajout le plus malin. Parce qu'il se passait rien à cet endroit-là avant, et c'est super Et bien. je me souviens que Parkerien était un peu je lui avais raconté parce que je l'avais fait avant lui cette réhabilitation et il était un peu déçu à l'idée qu'on change la musique du livre parce que à l'époque t'avais le thème crescendo du Yoho en fait qui montait vraiment crescendo où t'avais l'impression d'arriver dans le truc et je trouvais ça excellent et en fait ce qui est aujourd'hui c'est encore mieux en fait. donc finalement il a arrêté de râler. Non, c'est super dramatique, enfin moi j'aime bien quoi. Ouais. Ok, alors on vous renvoie encore une fois vers le podcast à propos de Pirates des Caraïbes. Faites-vous plaisir, il y en a pour 1 heure. Vous avez de quoi écouter. Et si on allait à Discoveryland, parce que c'est juste à côté, pas du tout. Et t'as vu ça, ce planning un peu bizarre. Oui, donc Discoveryland, là encore, on en a beaucoup parlé des nouveautés. Je pense à Star Tours et Hyperspace Mountain et tout ça, on en a vraiment parlé en long, en large et en travers. Donc on invite les gens à aller voir ça. J'aimerais quand même revenir à titre personnel sur l'aménagement qui a été fait dans toute la zone Star Wars en fait. Donc Star Tours, ce qui était jadis Star Traders et aujourd'hui l'Astroport. Et donc tout ce coin-là en fait qui avant était très bizarre au niveau de la thématisation. C'est-à-dire qu'on avait notamment l'espèce de barge de Tatooine pour les fast pass qui n'avait aucun sens. Et c'était surtout illisible en fait. T'arrivais, tu savais pas où aller alors que tout était pas loin, mais il y avait des espèces de buts au milieu de tout et il y avait rien de clair en fait. T'arrivais, t'étais perdu alors qu'il y avait pas raison de se perdre en fait. Et le X-Wing au milieu qui faisait joli, ça c'est un des trucs qui a été souligné, la perte du X-Wing qui est aujourd'hui posée sur l'Astroport en position défensive on va dire, et au repos. N'est plus au milieu en train de voler, mais justement en fait on gagne clairement en cohérence. Il n'avait pas de sens d'être au milieu de là
à 3 mètres du sol, même pas, beaucoup moins, 50 cm du sol. C'était ridicule, c'était classe, mais c'était vraiment juste pour être classe. C'était pas très disneyen dans l'approche un peu réaliste, et ce qui aujourd'hui est vraiment beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair et beaucoup plus immersif à mon sens. Guillaume, toi, sur les changements un peu de Discoveryland, là c'est pareil si tu veux t'exprimer sur un peu tout ça, sur Star Tours, sur Hyperspace Mountain aussi. Alors, Star Tours, moi je l'avais déjà fait aux States, donc je trouve ça pas mal. Je trouve que les visuels font un peu plus jeu vidéo que la qualité des effets spéciaux que tu peux voir dans les films. Ouais. Au niveau de la file d'attente, moi j'aime beaucoup les changements. On a peut-être perdu en éléments kinétiques, mais tu sais, avec les petits chariots qui se baladaient en haut, et c'est un peu moins le joyeux chaos que c'était avant. Mais c'est quelque chose de différent que j'aime beaucoup. Le truc à l'entrée de l'attraction, effectivement, l'espèce de guérite là, par lequel tu rentres, je trouve ça pas mal. Par contre, le grand logo Star Tours. moi j'aime bien. Il y a seulement, mais c'est vraiment pour chipoter sur des détails, je crois que l'espèce de pic tout en haut du truc est un peu, t'as l'impression que c'est pas le truc définitif, qu'il y a un peu un câble qui traîne à côté. Enfin, je pense que c'est un truc pour les orages ou un truc comme ça, mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ça fait pas très définitif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis la boutique, c'est pas mal, mais c'est pas... Voilà, tu sens que c'est fait avec un peu le budget qui restait, quoi. La place est limitée quand même. Est plus grande pour Star Wars aujourd'hui chez Disney que l'argent qu'ils ont mis dans cette boutique, quoi. Oui, globalement, je trouve ça super beau. On est d'accord. Et de nuit aussi, c'est très joli. L'éclairage a été refait, c'est beaucoup mieux qu'avant, je pense. Ouais, grave. Hyperspace Mountain, éventuellement, est-ce que t'as un avis dessus? Bah oui, je l'ai fait et en fait, je suis allé à Disneyland le week-end dernier. J'avais pas encore été depuis que c'était Hyperspace Mountain. Ah. J'étais très mitigé. Alors, évidemment, je l'ai fait qu'une fois et le train dans lequel j'étais n'avait pas de son. Ça devient récurrent ça. On a eu les premiers jours, c'était très bien et effectivement ces derniers temps, il y a plusieurs fois où t'as pas le son. Ce qui est un peu rageant quand aujourd'hui t'as 45 minutes d'attente, t'as pas le son. C'est ouais, et puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est la moitié de l'expérience pour moi, le son dans un truc comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Surtout maintenant avec la musique de Star Wars qui est iconique et qui marche. C'est vraiment, ça fait tout parce qu'il y a même pas tant que la musique, t'as toute l'histoire qui se fait là-dedans avec les bruits des lasers, etc. qui passent autour et ça ajoute vraiment. C'est un peu comme Rock'n'Roller Coaster. Je suis désolé de encore dire du mal de Rock'n'Roller Coaster, mais quand on fait Rock'n'Roller Coaster sans la musique, on fait un truc très très ennuyeux finalement et Hyperspace Mountain, c'est pas à ce point-là non plus, mais tu perds un truc. L'immersion disparaît en fait. Oui, complètement. Enfin, il y avait quelque chose de super chelou, quoi. En plus, je sais pas si on était le seul train dans le dos, mais il y avait pas grand monde qui criait, donc t'avais l'impression que ce train était... Je pense qu'ils sont plus silencieux qu'avant. Et donc, quand tu enlèves la musique, t'es vraiment au milieu de ce dôme, avec quelque chose qui se passe où t'as plein de visuels autour, et ça, c'est très très bien. Mais il manque la moitié de l'expérience, quoi. Ouais, c'est un peu malaisant finalement. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que j'imagine que les écrans de projection, ils vont rester pour le jour où ils reviennent à un thème un peu plus steampunk. Maintenant, le look des trains, moi je trouve ça dégueulasse, quoi. Enfin, tout, on dirait un peu des caisses à savon. Je trouve que le code couleur et l'esthétique générale très cohésive de Space Mountain dans Discoveryland n'est pas du tout respectée. Il y a des espèces de choix de flonflons qu'ils ont foutus sur les trains que je comprends pas, quoi. Et je sais pas si c'est vers ça que va Space Mountain une fois que le jour où ça redevient une mission vers la Lune, un truc steampunk. Je sais pas, moi c'est pas pour l'instant, ça prend pas la bonne direction pour toi. Non, ce qu'il faut positiver, c'est se dire, c'est justement, il augmente les chances de quand même se retourner plus vers du steampunk que vers de la SF Piu Piu à la mission 2, quoi. C'est l'intérêt. Je pense que c'est ce qui va finalement se passer, ouais. Mais quand? Pour l'instant, Star Wars, ils aiment bien quand même. Hein. Peut-être un truc sur Gardien des Galaxies ou Frozen, et puis après... Frozen Mountain. Frozen Mountain, j'aime bien l'idée. Autre chose à dire sur Discoveryland ? Extérieurement, tout est magnifique. Bon, à part Buzz qui reste vraiment un vilain truc,
les couleurs de Space Mountain, de Videopolis et tout, c'est super. C'est redevenu des couleurs très très fortes, très vives. Et les bassins, de nouveau, moi je suis obsédé par l'eau claire des bassins. Enfin, ouais, mais ça change tout, hein, c'est terrible, ouais. mais ça change vraiment tout. Et puis encore une fois, l'éclairage, les effets de lumière la nuit, ouais. sont vraiment saisissants, quoi. Dans les L'aspect bassins, un peu lave redonné, parce qu'on rappelle que Discoveryland c'est censé être un volcan, Space Mountain est censé être un volcan, et il y a donc vraiment cet aspect-là qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on avait un peu perdu. Je mettrais quand même un bémol sur les rochers. Il y en a beaucoup qui sont vraiment limites. Je pense notamment à l'entrée où c'est très bizarre. L'entrée du land. Ah oui, parce qu'ils ont retiré les rochers qui étaient au milieu et ils ont coupé une partie des rochers, on a l'impression. Ouais, ça fait très très peu naturel. Je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et effectivement, Buzz aussi qui est en assez mauvais état, la façade extérieure, en plus de pas être très jolie. Il y a là aussi, je pense, encore une fois, tout n'a pas pu être fait à temps, hein, ce qui est normal vu l'ampleur des travaux, quoi. Il y a un truc que j'ai jamais compris avec Buzz, mais c'est vraiment dès l'ouverture, c'est les espèces de silhouettes qui ressemblent à des trucs découpés dans du carton, là, des petits aliens en haut. Et t'es là, mais putain, vous êtes Disneyland, les gars. Vous devriez avoir des statuettes de ces trucs-là, tu vois, c'est pas un truc... C'est l'impression d'être dans une foire au manège, quoi. Enfin, ouais, c'est à fond. Vraiment très très mauvais goût. Ouais. Pour continuer à être cohérent dans notre visite, et si on allait à Main Street? Oui. Alors Main C'est Street... à côté. Ouais, c'est à côté, ça va. Alors Main Street, qu'est-ce que t'as à nous dire, Parker, sur Main Street? Bah là encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait au début du dossier, hein, les façades qui s'écroulaient, c'est plus le cas aujourd'hui. Tout a été refait, tout a été repeint. Et je sais pas vous, mais moi quand j'y vais, maintenant je me sens à Main Street. Avant je me sentais un peu à un Main Street qui a mal vieilli, on va dire, mais Main Street là, Eco+. c'est ça, mais c'est vraiment neuf, c'est clinquant, tu t'y crois, quoi. Il y a vraiment l'ambiance qui marche. Toutes les couleurs, ça pète dans tous les sens. C'est ça qu'on avait oublié, effectivement. Là encore, ils ont repris un code couleur très très bien plus marqué qu'avant. Et t'as une échoppe rouge, une échoppe bleue, une échoppe jaune, et c'est rouge, bleu, jaune. C'est pas vaguement rosé et vaguement jaunâtre, quoi. Guillaume, toi, Main Street? Ah, magnifique. Et ouais, je suis du même avis. Les couleurs sont de nouveau très très prononcées, et tu sens qu'il y a un vrai travail sur la palette des couleurs. C'est pas des couleurs basiques que tu verrais dans des espèces de parcs d'attractions un peu plus locaux comme ça. Il y a un vrai travail de spécialistes derrière. Et alors un truc qu'on a peut-être un peu tendance à oublier aujourd'hui, c'est, tu sais, toutes les ampoules de Main Street qui parcourent tout le contour des bâtiments. À une certaine époque, tu pouvais... il devait y en avoir une centaine sur toute l'avenue, tu vois, de trucs qui étaient des ampoules pétées. Ouais, et là, beaucoup moins. Enfin, tout fonctionne. C'est vraiment super beau, quoi. C'est vrai qu'à une époque, mais c'est un truc très vrai que tu dis, je me souviens d'une époque où effectivement tu te pointais et t'avais des façades qui étaient, mais c'était presque une sur deux, quoi, c'est parfois. Ouais. Et tu te disais, mais c'est pas possible, quoi. Qu'il y en ait quelques-unes qui marchent pas, je comprends, mais à un moment donné, ça va pas, quoi. Il y a un truc Ouais. Bah ça casse tout de suite le truc, quoi. Puis tu te dis je suis à Disneyland, mais Disneyland qui va pas bien, quoi, qui est un peu malade. Et mais oui, mais ils ont passé, mais ça c'est vraiment un truc important, c'est l'arrivée des LED sur le resort. On le retrouve en fait finalement sur tout ce qu'on dit depuis le début presque. Oui. L'éclairage est au top. Ouais. Et les LED ils sont pour beaucoup, et normalement en termes de durée de vie ça marche mieux, donc à voir. Mais en plus de la durée de vie, en fait, il y a l'idée derrière qu'il y a une maintenance qui va être un peu plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a été pendant 15 ans, même beaucoup plus, j'espère, 25 ans même. Ouais. Beaucoup plus, et à ce niveau-là, faut que ça reste, quoi. Et a priori, ça devrait rester. Il n'y a pas de raison de crier au loup. Et puis c'est plus moderne, hein. Tu vas voir qu'un jour on aura le wifi dans le parc et là on va pas demander notre... Ouh là là, malheureux. Ouh là là. Tu sais, un truc, moi j'habite en Belgique, Ouais. et chaque fois que je vais à Disneyland Paris, c'est toujours un peu frustrant parce que effectivement t'as pas de wifi, alors que des parcs beaucoup plus locaux et meilleurs marchés comme Efteling ou Europa Park ont du wifi partout dans Ouais. le parc. Ouais. Et donc ça c'est vraiment un truc où tu dis putain, les mecs de nouveau vous êtes C'est Disney, terrible, quoi, quoi. allez-y. C'est terrible. Et finalement depuis cet été, vous le savez peut-être, les frais d'itinérance ont disparu en Europe. C'est vrai. Et Effectivement, finalement, le moment où tu avais vraiment besoin de Wi-Fi quand tu viens de l'étranger, c'est-à-dire 50% des visiteurs, le Wi-Fi arrivera après le moment où les trois quarts des gens avaient Ouais. vraiment ce besoin-là, tu vois. Et ça, je Mais pense il y a un qu'ils ont point- raté le truc.
Mais il y a un point positif, c'est qu'avec le Brexit, les Anglais vont avoir de nouveau besoin du Wi-Fi. Voilà une bonne nouvelle. C'est pas faux. Ah mon dieu. Bref, du Wi-Fi à Frontierland, il y a qu'un pas, évidemment. Hein, l'association se fait naturellement. Alors Frontierland, on le garde pour la fin. C'est peut-être la plus grosse réhab. Après, il y a tout Adventure Isles qui est quand même énorme aussi, mais Frontierland, ils ont quand même tout refait. Ils ont refait le lac, ils ont refait tout le Big Thunder Mountain, ils ont refait un paquet de trucs. Et c'est peut-être aussi une réhabilitation un peu mitigée. Bah clairement, c'est ce qui a fait le plus parler depuis décembre, hein, et c'est vraiment le gros point noir. C'est-à-dire qu'on a eu un land absolument, là pour le coup, vraiment dégueulasse pendant 1 an. Puisque le lac était vide, donc quand tu allais à Phantom Manor, c'était très 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 problématique. Et t'avais même les engins de chantier qui étaient au milieu du truc, donc oui, t'étais pas à Disney clairement, hein, mais voilà, il fallait passer par là. Oui, c'est sûr. Et ce qui est dommage, c'est que c'est très décevant. Et le gros problème, c'était justement un des trucs qui devait être le plus, c'était un peu la priorité, quoi. Finalement, c'était rendre à Big Thunder Mountain sa fiabilité et lui permettre de tenir une journée sans tomber en panne. Et ça n'est pas le cas. Ça va mieux. Qu'on en dise, ça semble aller un peu mieux. Il me semble que ça commence à aller mieux, ouais. Mais a priori, les échos sont qu'il y aurait besoin d'y retourner, de refaire une fermeture de quelques mois pour corriger ce qui n'a pas pu être fait pour faute. Encore une fois, c'est ce qui se dit. Hein. Il se dit que le budget estimé à la base était trop faible et qu'il a été dépassé à plusieurs reprises, mais qu'il aurait dû encore être dépassé en fait pour pouvoir vraiment pallier à tous ces soucis. Qu'à un moment donné, ils ont dit non, vous le sortez comme ça et puis tant pis quoi. C'est ça, genre budget très mal estimé au début, qui tu le dépasses 1 fois, 2 fois, mais la 3e fois on te dit faut peut-être arrêter, c'est pas ce qu'on avait prévu quoi. Ouais. Et, après, alors la réhabilitation de Big Thunder, on pourrait en discuter. Cela dit, les ajouts qui ont été faits, alors tu vas me dire que ça marche pas tout le temps, notamment les projections dans le lift. Mais souvent. Le fait qu'ils aient tout nettoyé et tout refait, je veux dire, cette attraction est redevenue l'une des meilleures attractions du parc, si ce n'est la meilleure. Tout à fait, mais l'attraction et même le land en général a repris des couleurs, quoi. Enfin, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Parce que là, on attaque sur un aspect très négatif, mais c'est ça. La vérité, c'est que quand on arrive dans Frontierland actuellement, on retourne dans l'Ouest américain et surtout tout est beau et le land vit. C'est-à-dire que t'as le train qui repasse à fond en faisant du bruit, t'as le bateau qui passe, t'as Phantom Manor qui accueille les gens. C'est vivant et ça fait plaisir, quoi. Le bateau, je trouve que ça reste un peu triste dans le sens où déjà il est censé y en avoir 2. Ouais. On espère le retour du Mark Twain à l'occasion, parce que pour l'instant on a que le Molly Brown donc. Et on a aussi les Killrog, donc les Killbots pardon. Donc les anciens bateaux qui tournaient aussi autour. Et même avec un seul bateau, en fait la rivière donne quand même cette impression d'être un peu morte. Ce qui avait pas du tout le cas avant, hein. On rappelle que dans la storyline, c'est vraiment censé grouiller de vie et de commerce et de tout ce qu'il faut dans les Rivers of the Far West. Et après, oui, c'est un point négatif et de toute façon, on ne sait pas si ça va revenir un jour, hein, les Killbots. On peut juste espérer. Maintenant, ce que tu dis au niveau de la montagne, effectivement, est absolument magnifique. Hein. Quand on fait l'attraction Big Thunder, c'est pas la même quoi, c'est juste pas la même attraction quoi. Et même si les effets ne marchent pas, bon, généralement il y en a quelques-uns qui marchent dans un parcours, c'est rare qu'on ait rien qui marche. On a de la vie, on a de la vapeur, de la fumée, on a la brebis, l'âne, le bouc, l'animal qui tire les vêtements. Chevreuil, pourquoi pas. Il y a vraiment un côté très vivant qu'il n'y avait pas avant. Et puis c'est beau, ils se sont amusés à remettre de la végétation un peu pour finalement le rocher soit un peu plus vert qu'avant. Il y a les geysers qui sont de retour également. Il y a plein de choses qui ont été refaites dans ce land et ça fait plaisir, quoi. C'est assez majeur. Ouais, les geysers, moi je trouve ça assez... Parfois, je comprends pas les décisions de Disneyland Paris, c'est-à-dire dans quoi ils vont mettre leur argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans absolus des geysers, parce que je sais pas. Mais... Ok, c'est bien de les avoir... Pour toi, c'était pas la priorité, quoi. Quand tu vois les difficultés financières du parc, moi,
j'aurais pensé qu'ils allaient juste mettre un petit coup de bulldozer et mettre quelques plantes à la place, tu vois. Ce qui est peut-être très bien, tu vois, dans l'autre sens qu'il l'ait fait. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Bon, malheureusement, le jour où je suis passé, il y avait rien qui fonctionnait. Ah, décidément. Ouais, j'ai pas de bol. Mais ouais, ça m'étonne un peu, mais bon, pourquoi pas. Et alors, Après, ce qui semblerait au niveau des geysers, c'est que c'est remettre en état l'ancien système qui aurait vraiment coûté une fortune, ouais. et qu'à la place, ils ont plutôt repris en fait tout bêtement des fontaines un peu avec ce qui a été fait pour Dreams et Illumination. Donc un système qui coûte pas si cher que ça à faire vraisemblablement. Puis je pense que c'est tu parlais de pourquoi cet effet est vraiment important. Je pense que c'est quelque chose de très nostalgique pour le coup. C'est dans l'esprit, hein, tu dis geyser, t'imagines tout de suite un truc assez impressionnant. Et les gens qui ont vu les geysers, c'était il y a très longtemps, puisque l'ancien système marchait plus depuis des dizaines, au moins 2002, sûr et certain, sans doute avant. Et je pense qu'il y a un effet très nostalgique où les gens étaient très jeunes, très limite enfants en fait, quand ils ont fait l'attraction à l'époque, ont été marqués par ça. Maintenant, c'est pas non plus, c'est pas extrêmement impressionnant, quoi. Tiens, et pour revenir juste 2 secondes sur Big Thunder Mountain, Ouais. je trouve le travail a été fait. Ouais, c'est génial quand t'es dedans. C'est aussi génial vraiment comme vous le disiez. Ça redonne beaucoup de vie au land. Alors. Ouais. Le truc tournait quand même jusqu'à avant la réhab, mais les couleurs de la montagne, je trouve les sons qu'ils ont ajoutés, le train qui siffle, je crois que ça c'est nouveau à Paris. Enfin, moi j'avais jamais entendu. Il me semble que vraiment. ça existait il y a très longtemps. Ah ouais. Ouais, c'est genre un truc de 1995 quoi, mais depuis. Oui, voilà, c'est un peu l'idée. Hein. C'est vraiment des trucs qui ont été perdus, il me semble, il y a très longtemps. Après, je peux me tromper, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Je crois avoir lu ça dans le bouquin de, je sais plus lequel, qui disait qu'effectivement il y avait ça. Mais genre c'était tellement vieux qu'on peut presque considérer que c'est une nouveauté, parce qu'à mon avis ils ont dû tout refaire. Enfin, c'est pas juste rebrancher la baffle, là, je pense. mais ouais, mais c'est vrai que ça change tout, quoi. Ça change tout entre le moment où t'arrivais et t'avais vaguement de la vie, et le moment où là t'arrives et c'est le Far West, quoi. Et là, t'as vraiment une entrée dramatique quand tu rentres par le fort d'entrée à Frontierland, qui lui aussi a été refait d'une façon vraiment superbe. On en a pas parlé, mais le fort était effectivement dans un état absolument dégueulasse il y a même un an, même pas. Et à l'époque, ça n'avait pas été annoncé en plus. Ça n'avait pas été annoncé, donc on savait pas vraiment s'ils allaient le faire, on espérait. Et oui, il a été refait, il est aujourd'hui nickel. Mais c'était vraiment immonde avant, quoi. Je tiens à insister, quoi. C'était limite, t'avais l'impression que si tu marchais un peu sur là où il fallait pas, tu risquais ta jambe, quoi. Et alors, il y a tout aussi un travail sur la végétation autour de l'île qui, je trouve, tu sais, quand les arbres ont poussé en 25 ans, mais finalement, ça masquait un peu toute la skyline du land. Et là, maintenant, comme ils ont enfin coupé un petit peu et remis la végétation, remis de l'échelle dans la végétation, quand tu rentres par le fort, t'as vraiment cette skyline qui est vraiment super, mais très majestueuse, comme ça, où tu vois l'entrée du fort, le Big Thunder Mountain au fond, avec Phantom Manor à gauche. Enfin, tout reprend vraiment vie. Juste, t'as la photo parfaite de la carte postale, tu vois. Et c'est un vrai bon travail qui a été fait sur la végétation, je trouve. Ah bah, l'un des meilleurs points photo, c'est de se placer en haut du fort à l'entrée et de prendre une photo là du panorama qu'il y a devant soi. C'est toujours très agréable à regarder. C'était un point assez intéressant au niveau de la végétation, c'est que évidemment de garder une végétation désertique à Marne-la-Vallée, c'est compliqué, quoi. Donc et même ils avaient expliqué déjà qu'à l'époque ils avaient galéré à avoir un résultat qui leur convenait pas tout à fait, en fait. Et donc on imagine bien que oui, avec le peu de maintenance et d'entretien qu'il y a eu pendant 25 ans, il fallait remettre tout ça à plat, et effectivement ça a été très bien fait. Eh bien, tant mieux. On se dirige tranquillement vers le bilan global de ce plan de réenchantement. Et Parker, quels sont les points que tu voulais soulever dans ce bilan ? Alors moi, les points que je souhaitais soulever, c'était que globalement, si tu visitais le parc en 2012-2013 et si tu le visites aujourd'hui, t'as pas du tout la même expérience. Tu peux être impressionné par ce que tu vois, tu peux être vraiment mis sur les fesses par le souci du détail, le côté impressionnant vraiment de quand tu rentres dans chaque land. Tout est fou, tout est majestueux, tu vois. T'arrives dans Discovery Land, t'as Space Mountain et l'Hyperion qui sont magnifiques. T'arrives dans Frontierland, on vient de le dire, donc le fort, Big Thunder qui sont exceptionnels.
Bref, je peux faire ça tout le long, mais tout est vraiment aujourd'hui a repris en fait son lustre d'antan, et on se souvient en fait qu'on a un beau parc, là où on l'avait limite oublié en fait à l'époque. Ouais. Donc c'est vraiment parce que gros point positif. on était presque à se dire le parc il évolue pas, machin. Non, c'est pas qu'il évoluait pas, c'est qu'il se dégradait de manière terrible, et c'est là que était le problème avant tout, quoi. Du coup, est-ce que tu penses qu'ils ont fait suffisamment, parce qu'on a dit quelques points noirs, mais dans l'ensemble il y a quand même eu plein de choses qui ont été faites. Mais je dirais, enfin si je devais dire que oui, je dirais que 70-75% du travail a été fait. Peut-être même plus, hein, c'est difficile à quantifier, mais il y a quand même encore quelque chose à voir aujourd'hui, où à mon sens il y a encore pas mal de manquements, et des zones un peu mortes, des zones un peu noires dans le parc. Je pense notamment au fond de Discoveryland, qui a déjà été très 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 bien refait, mais on a encore donc l'Imagination Institute qui d'ailleurs a encore cette tête-là, même s'il s'appelle le Discoveryland Theater, et c'est à mon sens un des problèmes, c'est-à-dire que il y a un peu faudrait une deuxième phase en fait du entre guillemets Star Wars Land, et rendre ça un peu plus complet avec ça, et évidemment Pizza Planet derrière, parce que du coup on a un land avec un seul restaurant qui est un des moins bons du parc en plus, donc l'Hyperion. Et à mon sens il va vraiment falloir faire quelque chose à ce niveau là. On a aussi donc le fond de Frontierland, hein, qui est encore qui a été remis un peu au goût du jour de temps en temps, avec les événements Frozen et la forêt de l'enchantement, mais ça reste encore très très maquillage, tu vois, on fout du maquillage sur des anciens trucs, mais si regardez c'est bien, achetez une glace. Et donc il y a à mon sens un souci à ce niveau-là. Le point positif, c'est que vraisemblablement ça va être fait, le Chaparral Theater donc va être retravaillé et devrait être fermé un bon moment, hein, c'est ce qui se dit, à voir si ça se confirme. Mais donc ça va être traité, on l'a dit aussi, il y a Buzz qui à mon sens a encore besoin de travail, Phantom Manor va avoir besoin de travail, peut-être pas tant sur le côté extérieur que vraiment l'intérieur, qui est dans un meilleur état que ce qu'il a été, mais reste vieillot, quoi. Ouais, effectivement. Guillaume, toi ton bilan un peu des 25 ans? Je trouve, comme tu le disais, qu'il y a visiter le parc aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la galère que ça a été, genre en 2013 et les années qui ont précédé. C'est vraiment le jour et la nuit, hein. Le parc qui reprend vie, et il y a encore plein de choses qu'on n'a pas évoquées, genre parce que moi je suis pas fan des meet and greets, mais le fait qu'il y en ait partout dans le parc, ça donne beaucoup de vie à ce qui se passe dedans. Les restaurants sont en train d'évoluer. Moi, ça fait longtemps que j'avais plus bouffé à Disneyland en me disant putain, je me suis pas fait arnaquer, c'était bien. Donc c'est vrai, ça c'est un vrai plan. Non, mais j'aurais dû l'évoquer en parlant de l'Hyperion, mais aujourd'hui, à mon sens, il y a 2 ou 3 restaurants à Disneyland, au parc Disneyland, qu'il faut éviter. Donc je pense à l'Hyperion, je pense au Colonel Attiz, et peut-être au Bella Notte, mais je ne suis pas sûr du tout parce qu'on l'a pas fait depuis longtemps. Mais le reste est vraiment honnête. En fait, exactement. C'est honnête. C'est plutôt de qualité. Il y a des bons plans, il y a des trucs pas trop chers. Enfin, pour ce que c'est en fait, puisque en fait, si tu compares les prix à ce que tu vas avoir en province ou n'importe où, ça va être effectivement très cher. Maintenant, c'est un parc d'attractions, donc si tu compares les prix à ce que tu vas avoir à Paris, par exemple, donc, ou dans une autre ville très touristique, hein, c'est pas si excessif que ça. Parce que pour 13-14 euros, t'as plat, entrée, peut-être pas entrée, mais t'as plat, dessert, t'as une boisson, t'as quand même un package qui est intéressant avec une thématisation généralement très travaillée, parce que les restaurants à l'époque étaient déjà très jolis, hein, ils avaient juste besoin d'un coup de neuf. Et les menus correspondent au thème, ce qui n'a pas forcément été le cas tout le temps dans Disneyland Paris. Oui, ça aussi, oui, c'est vrai qu'à une époque tu mangeais des burgers et des pizzas partout, quoi. Ouais. Je veux juste rajouter encore un truc en fait. Vas-y. Dans ce plan de réenchantement, il y a eu pas mal de... j'ai l'impression, il y a vraiment 2 aspects. Les réhabilitations sur la technique et les réhabilitations qui ajoutent quelque chose à l'expérience. Donc le show. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs, d'éléments qui devaient être réhabilités au niveau du show qui finalement sont passés à la trappe, je pense pour des raisons budgétaires. Donc finalement
principalement un peu une upgrade technique, mais qui est vraiment bienvenue et qui était super nécessaire. Hein. Mais j'ai l'impression que je pense que la communication de Disneyland Paris corporate et beaucoup les fans se sont dit que ça allait être des très grands changements, des plus grands changements au niveau du show que ce que ça n'a été. Et pour ça, peut-être qu'il y a une toute petite déception, mais en fait, je suis tellement content de retrouver un parc qui est juste beau et fonctionnel et que finalement, c'était des trucs à faire et qui ont été bien faits. Donc, En fait, c'est le système un peu pyramidal où s'il faut refaire tout doucement ses fondations, revoir la technique et le show vient après. Il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été faites sur le show, hein, on l'a dit tout le long du dossier. Mais effectivement, il y a encore des choses à venir, il y a des choses à améliorer, il y a un côté, on l'a pas dit aussi, c'est tout le côté un peu high-tech, un peu technique qui est, à mon sens, dans la même logique, avec le Wi-Fi. L'arrivée des fast-pass éventuellement réservables à l'avance, pareil pour les restaurants, des trucs faisables via les applications en fait, tout bêtement, rentrer un peu dans le 21e siècle, ne plus avoir à téléphoner à un restaurant pour récupérer quelque chose. Ouais. Ok. Je vais... Et tout ça, je pense que ça va venir en fait tout bêtement dans les 2-3 prochaines années. On rappelle que le plan a été lancé en 2015. Donc, c'est ce que j'allais dire justement. C'est ce que j'allais dire parce que il y a des défauts, il y a des trucs sur lesquels on est un peu déçu, on espérait un peu mieux, mais il faut se rendre compte que genre quelque chose comme début 2016, tout était sous palissade et ils mettaient à peine le début du truc quoi. Genre fin 2015, quelque chose comme ça, Big Thunder était fermé et tout a commencé là. On a eu Star Tours qui a été refait, Hyperspace, Space Mountain, Pirates des Caraïbes. Ils ont fait un boulot de malade en quelque chose comme 2 ans. Et moi, ce que j'attends maintenant, ce que j'espère, c'est la même chose pour les Walt Disney Studios. Et là, le resort, il pourra enfin avoir de la gueule, quoi. Moi, ce que j'espère vraiment, et ça, c'est la grande interrogation, c'est est-ce qu'ils vont vraiment investir beaucoup plus de budget qu'avant dans la maintenance quotidienne. Il faut que ça tienne, quoi. Ouais. Ça reste une inconnue. Tous les bruits vont dans ce sens-là, et moi je dirais au niveau du nettoyage des bassins de Fantasyland, c'est, je l'avais dit un peu comme ça pouvait paraître un peu ridicule pointé comme ça, mais à mon sens c'est assez révélateur justement de ça, où ça donne quand même l'impression que ils y reviennent régulièrement. Donc ça c'est à mon sens un signe positif. Maintenant je suis d'accord avec toi qu'il y a des signes pas forcément positifs, voire négatifs aussi. On l'a dit, on a des nouveaux trains Space Mountain et on a déjà des problèmes de son. Pour moi, c'est problématique, quoi. Donc, à voir, effectivement, on n'est pas encore fixé. On ne peut qu'espérer, J'imagine que quand ils ont vu le prix que leur a coûté tout, cette réhabilitation du resort, j'ai envie de dire, ils vont forcément se dire que, en faisant des réhabilitations constantes, en maintenant constamment en entretenant le tout, en fait, au fur et à mesure, ça coûte beaucoup moins cher et surtout tu te retrouves pas avec un parc en ruine, quoi. Ouais, c'est plus rentable sur le long terme, très clairement. Apparemment, c'est l'évaluation du montant de tout ce plan de réenchantement, là, mais y compris les hôtels, et ça coûte une pêche. Oui, on n'a pas parlé des hôtels, effectivement, où là, c'est pareil, quoi. Enfin, il y a le Newport qui est énorme. Ouais. La réhabilitation qui a été faite, il est fini et il est superbe. Tout le monde s'accorde à dire que c'est aujourd'hui l'hôtel le plus agréable. C'est pas du tout le plus cher, mais c'est presque le plus intéressant, quoi, aujourd'hui. Donc j'avais lu quelque part, je sais plus où, que c'était quand même évalué à entre 1,5 milliard et 2 milliards pour tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, juste pour la réhabilitation. Donc, à prendre avec des pincettes, mais je pense que on ne doit pas être très loin. C'est ce qui avait été dit, parce que notamment les hôtels coûtent une fortune. Enfin, c'est des milliers de chambres à rénover, donc. Ouais, c'est énorme. Ok. Merci à vous deux pour ce dossier. Je pense qu'on a bien fait le tour maintenant de ce plan de réenchantement, et on va pouvoir enchaîner avec le monde de Disney. En voiture, quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. DuckTales, alors la bande à Picsou, ceux qui ont connu les années 90, ceux qui sont vieux finalement, on s'en souvient un petit peu quand même, on s'en souvient pas mal, c'est une série qui a marqué notre jeunesse, et
on avait des raisons de craindre quand ils annoncent un reboot d'un truc qu'on a aimé quand on était gosse. On a toujours l'impression que ça va mal se passer. Alors on a déjà eu l'occasion largement de parler de ce reboot. Alors c'était dans le premier podcast de Rien que d'y penser, d'ailleurs c'était en février, il y a déjà plus de 6 mois, on a l'impression que c'était hier, c'est dingue. Donc je vous y renvoie là encore parce qu'on y avait notamment pas mal parlé de qui allait se trouver dans la série, hein, notamment Picsou qui est doublé par David Tennant, hein, le meilleur docteur de Doctor Who, ou Barty Croupton Jr. dans Harry Potter 4. Voilà, c'est pas n'importe qui David Tennant. Peut-être aussi que vous avez déjà eu l'occasion de voir le nouveau style visuel, hein, si jamais vous n'avez pas vu même déjà les épisodes. Quelque chose qui est plus carré, avec une animation plus punchy que dans le passé. Alors globalement, donc, un pilote a été diffusé. Ils ont fait ça sous la forme de 2 épisodes de 20 minutes, ce qui fait donc 40 minutes en tout. Je suis quand même plutôt bon en maths. Et on a déjà pu découvrir pas mal de choses, hein, en 2 épisodes. On commence avec donc Donald qui va passer un entretien d'embauche, c'est un peu l'histoire de sa vie, et qui doit donc laisser ses neveux quelque part. Il va les confier à son vieil oncle Picsou, de qui il ne parlait pas beaucoup à ce moment-là. Les 3 gamins vénèrent l'oncle Picsou, c'est un peu le principe. Et l'oncle étant qui il est pas super aimable. Ils savent pas que c'est son oncle d'ailleurs. Au départ. De quoi ? Ils savent pas à l'origine que c'est leur oncle d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et oui, et donc ils débarquent un peu comme ça et ils sont pas super bien accueillis par ce brave Picsou. Mais très vite, l'esprit aventurier va prendre le dessus et Picsou, qui justement végétait un petit peu dans son manoir, va reprendre goût à l'aventure. Et alors, ce qui fait plaisir, c'est que cette histoire colle vachement avec tout ce qu'a pu faire Karl Barks avec Aventure sur le Mont Ours, qui a un peu la même idée finalement, avec Picsou qui est reclus dans son coin depuis très longtemps, qui est une suite directe, même si ça a été fait bien avant, de la jeunesse de Picsou, de Don Rosa pour le coup. Là on tape vraiment sur les grandes références du personnage de Picsou, et tout est fait de sorte à ce que ça colle. C'est pas reprendre l'histoire telle qu'elle a été dessinée par ces grands auteurs, c'est reprendre l'histoire, la mettre dans le présent avec des smartphones, des trucs comme ça, parce qu'il faut bien quand même, et mais faire quelque chose qui colle, c'est-à-dire que Picsou a le bon caractère. Les personnages, alors Riri, Fifi, Loulou ont chacun un caractère particulier. Il y en a un qui est aventurier, il y en a un qui est plus voilà, il y a plusieurs choses différentes, donc pourquoi pas. On a également c'est amusant, c'est qu'ils ont réussi à faire en fait un mélange d'un peu toutes les références Picsou qui comptent, donc avec Don Rosa et Karl Barks, mais aussi justement avec l'ancienne série La Bande à Picsou, ce qui fait que Zaza est de retour notamment, mais une Zaza complètement transformée. Là où elle était la jeune fille un peu gentillette, là elle est c'est la fanatique de Picsou, mais qui s'amuse à collectionner, à retrouver le plus d'éléments sur lui, et qui est la première heureuse à partir dans les aventures. Elle est beaucoup plus dingue même que les neveux elle-même. Elle est assez géniale comme personnage, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs Mamie Baba elle-même a beaucoup changé aussi, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. On l'a pas beaucoup vu, mais le personnage est très très prometteur. Je sais pas ce que... Alors au niveau du style, rapidement, on s'y fait très vite, hein. Au départ ça fait un peu peur, tous ces carrés, cette animation un peu punchy. En fait on s'y fait très vite, c'est moderne et ça marche très bien. Ça rappelle beaucoup les derniers cartoons Mickey qui sont mis chez Disney en ce moment. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Éparcurien ? Bah pareil que toi, j'ai beaucoup aimé. Après moi je suis beaucoup moins aficionado que toi de ce qui se faisait à l'époque, mais par mes connaissances, hein, tout bêtement. Et c'était vraiment excellent, j'ai beaucoup aimé. C'est tout de suite attachant en fait, tout de suite prenant. 20 minutes, les neveux sont adoptés entre guillemets, et 20 minutes ils partent à l'aventure quoi. Donc il y a vraiment ce côté, ça remue direct. Ouais, c'est-à-dire qu'ils perdent pas de temps, effectivement. Il y a Zaza effectivement qui accélère vachement les choses aussi. Il y a Mamie Baba qui est excellente quoi. Enfin, en fait les deux personnages féminins sont à mon sens presque les deux points forts, dans le sens où on part tout bêtement on quitte les clichés que c'était à l'époque quoi. C'était vraiment des clichés. Ouais. Il y avait du boulot pour les faire. On crée de l'époque quoi, on va dire. Et aujourd'hui, c'est des forces vives, et elles sont des personnages à part entière, et qui même ont tendance à bien dynamiser la chose. Et ça fait plaisir. Et Flag Jones également est de retour. Et, il est énorme.
Et lui, pour le coup, il a pas beaucoup changé, et il n'y a pas besoin de le changer, en fait. Il est parfait tel qu'il est. Et la performance de Picsou en lui-même, donc de David Tennant, il y a rien à redire. Comme je le disais, il a le bon caractère, et on peut faire confiance à David Tennant. Donc maintenant, on attend la suite. Les prochains épisodes seront diffusés en septembre, je crois, en mi-septembre, quelque chose comme ça. Il y a eu un gros trou entre le pilote et la diffusion des épisodes suivants, parce que bon, ils font un peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, au niveau de la diffusion, nous autres Français, on aimerait bien pouvoir regarder tout ça sans avoir à chercher dans des endroits un peu obscurs du web. Oui, s'il vous plaît. J'aime pas pirater, mais j'ai besoin, s'il vous plaît. Merci. Parce que voilà, on avait envie d'en parler et ça nous a Même saoulé. chose pour Star Wars Rebels d'ailleurs. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ils ont racheté je ne sais plus quel un site de streaming là, un peu à la Netflix, donc ils vont, j'espère, proposer quelque chose de bien. Leur Netflix entre guillemets en 2019, mais c'est loin 2019. C'est loin. Allez vite, merci. Bref, DuckTales, foncez-y, regardez le pilote, ça donne envie. Essayez de trouver un truc avec des sous-titres parce que Donald en anglais c'est compliqué. Déjà en français c'est pas simple. Oui, j'ai été ambitieux et puis il y a Donald qui arrive et j'ai lâché l'affaire. C'est compliqué. Bref, voilà pour DuckTales. Ça va conclure notre Rien que d'y penser de septembre. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On espère vous avoir fait rêver un peu. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur rienquedipenser.com, sur le Twitter @rienquedipenser. Le podcast est également disponible sur iTunes, itunes.rienquedipenser.com, sur Podcast Addict, sur plein d'autres trucs. D'ailleurs, on a atterri dans d'autres sites, il me semble. Tout ça. Voilà. Un grand merci à Guillaume qui nous a tenu compagnie pendant tout ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était super cool. Ah bah écoute, c'était un plaisir, tu reviens quand tu veux, vraiment. Merci également à Éparcurien, toi tu es toujours présent. Et... Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, en attendant ? En attendant, je suis toujours sur Twitter, en permanence, 24 heures sur 24. Donc le Parcorama, c'est ça ? Ouais, c'est ça, @Parcorama. @Parcorama, pardon. Voilà. Très bien. Et ton blog, si tu veux donner l'adresse ? Leparcorama.com. Parfait. Voilà. Donc merci Éparcurien. Rien que d'y penser est un podcast IGN France. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.